Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous cette année. Alors c'est une séquence un peu particulière parce que je crois qu'il y a la concurrence du marché du foot là, avec le premier match de la Coupe du Monde en ce moment. Mais je suis aussi honoré de faire la première partie de Mounir Majoubi qui va prendre ma succession. Donc je vais essayer de tenir le temps déjà. C'est un premier challenge. Je vais vous parler d'un sujet, effectivement, les grandes entreprises peuvent-elles innover en mode start-up? Alors, certains vont considérer ça comme un paradoxe, d'autres comme une provocation, d'autres peut-être comme une banalité. Je vais en tout cas essayer d'aborder ce sujet, je ne vais pas aller aussi vite, d'une manière, j'espère, originale et puis clivante, en prenant des partis pris. L'innovation dans les entreprises, elle existe partout, petite ou grande. L'innovation pour améliorer un produit, améliorer un service, aller dans la continuité de son core business, c'est des choses qui se réalisent tous les jours. Avoir des partenariats, j'espère que dans la salle, il y a quelques représentants d'entreprises, petites ou grandes, qui ont des partenariats avec Orange, aller chercher de l'intelligence, de l'innovation en s'associant en partenaire, c'est des choses qui existent aussi, qui sont largement répandues. Aujourd'hui, ce que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est l'innovation au sens de la disruption. Je reviendrai sur la définition que je mets derrière disruption, c'est-à-dire une entreprise qui sait disrupter un marché, bouleverser un marché. Est-ce que les grandes entreprises sont capables de le faire ? Je vais commencer un peu à l'envers en vous disant que dans le secteur des telcos, on a plutôt l'habitude de se faire disrupter que de disrupter un marché. Ce service, par exemple, c'est l'histoire d'un service qui est apparu gratuit, qui était assez peu innovant sur le principe et qui venait concurrencer le SMS, qui était un marché payant pour les telcos. Et cela a permis d'échanger des textes, puis des photos, des vidéos. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes l'utilisent. Alors j'aurais aimé que ce soit Orange qui soit à l'origine de ce service-là, mais c'est, et vous êtes utilisateur certainement dans la salle, mais comme nous tous, le service WhatsApp qui est arrivé et a su disrupter un marché émergent, on va dire, qui avait émergé à partir du début des années 2000 chez les opérateurs telco. Et donc c'était une façon pour une entreprise en pleine naissance de disrupter les gros opérateurs de télécom comme Orange. Et puis derrière cette entreprise, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je crois que vous connaissez tous ces sigles-là. Dans la famille Facebook, au milieu, avec Messenger, et puis la communauté des groupes Facebook, et puis WhatsApp, et puis Instagram. Vous voyez que toute cette chaîne de valeur, qui était au départ la concurrence du SMS, est venue s'enrichir d'autres services. Et le petit patron d'entreprise, Mark Zuckerberg, a décidé, a eu l'ambition que ces services soient disponibles pour tous et qu'on puisse envoyer tout ce qu'on voulait au monde entier. Bref, cette logique d'universalité et de déploiement, cette chaîne, à partir de WhatsApp, cette chaîne a été créée. Alors ça aurait pu être l'idée, je le dis quand même, tout partout, everything everywhere. C'est Orange, avec son partenaire Deutsche Telekom, qui avait eu cette ambition. Ça date de 2010, c'était avant les propos de Mark Zuckerberg, où on avait aussi la volonté en tant que telco au Royaume-Uni de développer ce principe d'être partout pour nos clients. Et puis ce que l'on peut dire, je suis allé un peu vite mais c'est pas grave, ça va faire le lien, ce qu'a inventé en fait Facebook, c'est un nouveau marché, une nouvelle manière d'intermédier en fait les personnes, les entreprises. En premier lieu, les personnes. J'aurais pu faire référence au passé d'Orange et se dire que la chaîne que vous avez vue, je ne reviendrai plus après en arrière, mais cette chaîne-là a disrupté complètement le marché des pages blanches à l'époque, mettre en relation des personnes. Ce marché, après ce marché disrupté du grand public, on voit, et c'est une nouvelle ambition aussi de Mark Zuckerberg, qu'on va aussi changer l'intermédiation des pages jaunes. Alors ça nous touche moins directement, Orange, puisque on a eu l'idée et on a choisi il y a une quinzaine d'années de vendre les pages jaunes, qui est devenu Solocal Group. Mais aujourd'hui, quand on est parmi les 900 millions d'utilisateurs réguliers de Messenger, on a des services, un chatbot, qui permet d'être mis en relation, commander un bouquet de fleurs, sans passer par le numéro, sans passer par l'intermédiation habituelle mise en place par les opérateurs telco.
Donc on n'est plus seulement dans la disruption, on est dans le risque de disparition des modes traditionnels d'intermédiation qui sont organisés par les telcos. Donc on voit la puissance d'un modèle. Vous voyez, quand je dis que le marché des telcos est fortement disrupté, on voit ce qui arrive avec de puissantes machines et que ça touche le B2C comme le B2B et que ça peut effectivement aussi faire beaucoup de dégâts. Alors, il y a un autre marché dont je voulais vous parler dans cette démonstration. On dit que les telcos sont très concurrencés. C'est vrai que voilà, on prend en pleine face tous ces services-là. Il y a le marché de la banque. Alors, le marché de la banque est un marché différent, mais qui vit aussi des ruptures technologiques. Juste pour vous donner 2 chiffres tout de suite, 85% des relations, des médiations avec sa banque se fait via une appli numérique. Ça, c'est quelque chose qui nous rapproche et nous ramène aux applis mobiles. Et donc on s'est dit que sur un marché où un service qui n'est pas une banque mobile, mais un mobile bancaire, la banque devient un service de son mobile, une application mobile. Et dans la disruption de ce marché de la banque, d'autres acteurs existent, des fintechs. Orange, qui est une grande entreprise, a décidé de venir et de faire disruption sur ce marché. C'est ce que je vais évoquer avec vous comme exemple tout à l'heure. Alors la disruption, je vous avais promis d'en donner la définition parce que c'était mon parti pris. C'était que derrière la grande entreprise qui fonctionne en mode start-up, ce n'était pas seulement des grandes entreprises, comme je l'ai entendu, qui mettaient en place des baby-food dans leur espace de travail, qui innovaient au fond d'un garage. C'est plus fort que ça. Et donc, j'ai repris une définition de la disruption qui a été donnée là par Eric Hansen, qui est un rédacteur en chef d'une agence qui est tournée vers l'innovation. Et c'est tout ça qui fait la disruption d'un marché et qui, comme je vais vous le montrer, nécessite des changements pour qu'une grande entreprise arrive à disrupter un marché. C'est des nouveaux services, des nouveaux usages, une transformation en profondeur d'un marché, un modèle économique radicalement différent de celui qu'avait le marché concerné, des acteurs bouleversés dans ce marché-là qui vont aboutir à un changement de système de valeurs. C'est cet ensemble, en fait, c'est cette définition qui fait, on va dire, sens pour ma démonstration et surtout, c'est ce que j'ai envie de démontrer, qu'une grande entreprise peut avoir la capacité de créer de la disruption, même si son intérêt premier n'est pas forcément de l'amener. Je dis ça parce que très clairement, une grande entreprise bien établie, j'allais dire comme Orange, a peu d'intérêt à disrupter son propre marché. Elle peut le faire, mais elle courrait un grand risque pour son chiffre d'affaires, ou sa marge, son EBITDA. Donc l'intérêt est assez faible de s'amuser à disrupter son propre marché. D'un autre côté, aller disrupter avec ses seuls moyens un marché totalement inconnu sur lequel il existe des acteurs bien établis, c'est aussi assez dangereux. Je vais dire la souplesse et la flexibilité d'une grande entreprise qui n'aura pas tout de suite l'expertise, les compétences pour y aller, est compliqué. Donc sur le papier, si comme je l'ai expliqué, l'innovation au sens de faire progresser et de l'amener de l'innovation sur son core business existe partout, quelle que soit la taille de l'entreprise, créer de la disruption, a priori, n'est pas la fonction première et la qualité première d'une grande entreprise, parce qu'elle pourrait prendre beaucoup de risques et sa souplesse, son absence de flexibilité par rapport à d'autres structures, semble rédhibitoire dès le départ. Alors je vais revenir sur la définition justement de la disruption, en prenant l'exemple, vous avez vu, telco, marché bancaire. Quand le monde bancaire que j'ai cité tout à l'heure se voit aujourd'hui complètement bouleversé, c'est parce que les usages sont nouveaux. Je l'ai dit tout à l'heure, 85% des clients des banques le font aujourd'hui sur la base du numérique. Les applis bancaires sont dans le top 3, et on retrouve ça à peu près dans tous les pays du monde, sont toujours dans le top 3 des applications les plus utilisées. Et donc on voit bien émerger l'émergence de nouveaux usages et d'un rapport à sa banque qui est fort différent de ce qui existait avant quand on se rendait dans une agence bancaire ou qu'on avait une médiation avec un salarié de la banque. Et ces nouveaux usages, c'est bien sa troisième main, j'en ai que deux là, si j'ai un récepteur,
Cette troisième main, c'est le mobile. Ça passe par le mobile et l'innovation de l'application mobile et des modalités de paiement qu'on peut exercer avec un mobile. Et puis c'est aussi inventer des nouveaux services si on veut disrupter. Alors les nouveaux services, quand Orange Bank s'est lancée, elle en a encore quelques-uns à sortir pour la suite, mais je reviendrai sur la chaîne de l'innovation. Les nouveaux services, par exemple, qu'Orange Bank avance, c'est de pouvoir bloquer sa carte. Et puis si on la retrouve, on ne va pas demander à sa banque de renvoyer une nouvelle carte, on peut aussi la débloquer. C'est de pouvoir transmettre de l'argent, virer de l'argent par SMS. C'est d'avoir en instantané le bilan de sa dépense. On voit directement sur son relevé bancaire ce qui a été dépensé et pas 2 jours après, 3 jours après ou 4 jours après. Ces nouveaux usages à inventer, c'est pleinement notre rôle et c'est lié à cette interface mobile qui est présente dans le secteur bancaire et dans bien d'autres, mais qui est vraiment très présente et qui a bouleversé ce facteur technologique, ce secteur bancaire. Il a fallu de la maturité. J'ai dit tout à l'heure, la disruption, il faut trouver l'équilibre. En tout cas, j'espère, c'est une de mes petites ambitions de démonstration. Vous avez compris que disrupter un marché où on n'est pas du tout présent pour une grande entreprise, c'est compliqué. Et disrupter son propre marché, c'est suicidaire. Il faut certainement trouver l'équilibre entre les deux, entre la maturité d'usage traditionnel que nous avons, j'ai parlé de l'usage du mobile, et la capacité à amener de l'innovation dans un secteur qui est en train d'évoluer fortement comme la banque. Mais pour ça, il faut aussi apprendre et il faut aussi avoir une certaine maturité. Je n'ai pas donné tout l'historique des services bancaires, mais Orange Bank, qui est arrivé en 2017 sur le marché français, en fait, Orange est arrivé dans la banque en 2008 avec Orange Money. Orange Money, c'est près de 40 millions aujourd'hui de clients, principalement en Afrique. On a apporté la banque à des clients qui étaient débancarisés puisqu'ils n'avaient ni l'équipement, ni le réseau bancaire d'agence, ni le réseau fixe pour avoir une relation par téléphone avec un service client. Et donc, c'est devenu la banque dans sa poche qui a accompagné le développement et notre acquisition de clients mobiles sur ce marché. Puis, on a lancé Orange Finance en Pologne pour aussi tester de nouveaux services. On a lancé en 2015 en France et dans d'autres pays européens Orange Cash, payé avec son mobile. Et en 2017, on lance la banque. En novembre 2017, la banque Orange Bank. Donc on voit qu'il y a un cycle de l'apprentissage qui est long et qu'il faut accepter aussi et que cette disruption, elle arrive, mais elle n'est pas arrivée tout d'un coup fin 2017, c'est le fruit d'une longue préparation. C'était les 2 premières définitions de la disruption. Les 3 éléments suivants sont aussi très importants. La transformation d'un marché en profondeur, un modèle économique radicalement différent et un changement de système de valeur. Les telcos et la banque sont 2 des domaines dans le monde aujourd'hui qui sont le plus bouleversés par les innovations technologiques et les innovations numériques. Le secteur des telcos, c'est des bouleversements technologiques énormes et aussi une intensité concurrentielle presque inédite quand on regarde les autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, Orange, si je prends la France, c'est une pression concurrentielle et des promotions 365 jours par an, des baisses de prix et d'ARPU très forts, environ, quel que soit le marché ou les opérateurs, à peu près 15% de clients qui churnent chaque année, que l'on perd chaque année. Et donc on voit une pression très forte. La banque, c'est un marché en pleine rupture technologique. On a vu une approche relationnelle avec sa banque très différente, mais c'est pourtant, jusqu'à présent, un marché relativement classique. Certes, les personnes ne se rendent plus forcément dans leur agence bancaire. 55% des personnes pensent qu'il est plus utile d'avoir une relation avec un conseiller bancaire en physique dans son agence. Mais c'est en même temps des gens très fidèles, puisque plus de la moitié des clients des banques sont depuis plus de 20 ans dans leur banque, et une grande partie d'entre eux ont choisi la banque de leurs parents. Donc on voit que l'innovation, la place de l'innovation dans les services qui accompagnerait l'innovation technologique, elle existe aujourd'hui. Il y a une vraie opportunité de disrupter ce marché, finalement assez traditionnel, en train de se bouleverser. Et puis le modèle économique aussi radicalement différent. Je l'ai dit, c'est important dans la disruption. Le modèle économique d'un telco aujourd'hui, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des clients qui churnent, donc les fidéliser. Pour les fidéliser, on a des offres qui tournent autour de nos offres telco. On a des offres qui permettent d'avoir son mobile et son fixe et son Internet, d'avoir des contenus. On voit que quand des clients ont des offres autour de la maison et autour du mobile, en même temps, ils sont plus fidèles sur la durée. Ça, c'est ce qui nous permet de les fidéliser, de limiter le churn et puis d'augmenter l'ARPU de nos clients. Les banques
ont, comme je vous l'ai dit, un modèle aussi traditionnel avec des clients plutôt très fidèles, jusqu'à présent, même si les évolutions vont très vite, et avec un niveau de rentabilité lié aux services traditionnels qu'ils commercialisaient. Quand Orange arrive sur la banque, son but, c'est pas de créer des services payants à foison et d'avoir le même modèle économique que les banques. C'est de démonétiser tout ce qui semble normal de rendre gratuit et des services simples qui ne sont pas forcément gratuits dans les banques classiques, et ensuite de créer du service et de l'innovation à travers sa connaissance de son core business, qui est la téléphonie, l'intermédiation et les applications mobiles. Tout ça, ça fait un changement conséquent. J'allais dire, avant que Orange arrive dans la banque, Orange a annoncé qu'elle allait arriver dans la banque en 2016, l'inquiétude des banques traditionnelles était forte, et elles ont fait d'ailleurs beaucoup d'annonces en 2017 et anticipé et commencé beaucoup de transformations en 2018, parce qu'elles avaient intérêt à ne pas trop bouleverser leur business model. Elles créaient un peu l'anti-modèle que j'ai dit tout à l'heure, mais de façon très limitée. Pas créer des disruptions, mais avoir quand même des banques en ligne pour certains clients, mais sans trop les pousser pour garder les marges de la banque traditionnelle. Et elles voient un acteur comme Orange Bank qui va utiliser cette disruption pour amener des services supplémentaires à ses clients et limiter la fuite de ses clients et augmenter un peu l'ARPU, ce qui n'est pas le modèle des banques. Et donc on voit que ce changement très important dans le système de valeur du monde des banques, et puis nous, ce que nous apportons dans le domaine des telcos, est pour moi l'exemple même de la définition de la disruption et de disrupter un marché, de le perturber et d'avoir des acteurs et la notion de concurrence et des acteurs concurrents qui va être complètement redéfinie par cette nouvelle donne apportée par une grande entreprise comme Orange. Alors ce que je voulais en tirer comme quelques leçons, on va dire, de cette démonstration importante. Comme vous l'avez vu, il n'est pas évident de se dire est-ce qu'une grande entreprise le fait facilement, pas facilement, quelles sont ses forces, ses faiblesses pour le réussir. Mais je veux vous démontrer que être une petite entreprise n'est pas absolument nécessaire et indispensable pour disrupter des gros marchés comme celui de la banque. La première chose que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est trois petites leçons à tirer de cette démonstration. La première concerne l'itération. Je l'ai un peu abordé sur le cycle de vie tout à l'heure de la banque, la richesse humaine et puis le digital. L'itération. Il faut apprendre à faire les choses progressivement et l'itération se fait à travers l'expérience vécue par les clients et le succès des services que l'on va amener sur le marché. Vous l'avez vu au lancement, mais c'est presque le cas encore aujourd'hui, on commence à mordre sur la droite, au lancement des services assez traditionnels, de banque au quotidien et un produit d'épargne assez basique, démonétiser ces services qui sont payants dans la plupart des secteurs bancaires et préparer la suite pour avoir une complétude de services, mais avec une médiation innovante qui permet au secteur vraiment d'innover. Tout à l'heure, j'ai dit envoyer de l'argent par SMS, bloquer, débloquer sa carte bleue, payer avec son mobile, et pas dans la limite des 20 ou 30 euros qu'on peut quand on utilise une carte bleue traditionnelle dans le paiement sans contact. Et puis imaginer plein de choses sur la vitesse d'attribution d'un crédit conso, d'un crédit IMO, de l'assurance et tout ce qui viendra par la suite. Ça, c'est une longue itération avec ses clients quand on le sort, mais surtout, ce que je voulais dire avant, c'est une itération aussi avec nos salariés. La force que peut avoir une grande entreprise, c'est qu'avant de se lancer dans Orange Bank, il y a eu plus de 18 mois de préparation où 4000 salariés Orange ont été les bêta-testeurs de ces services. C'est quand même pratique que ce soit des salariés. Déjà, les règles et les conditions de confidentialité sont plus faciles à mettre en œuvre. Et 4000 salariés, je me mets à la place d'une petite entreprise de la FinTech qui veut pendant 18 mois tester ses services auprès de 4000 personnes. Ce n'est pas évident de trouver les bons profils au bon moment et d'avoir une interaction avec ses salariés sur la durée. C'est ce que nous avons fait. 4000 en France, plus de 500 dans l'Ouest, qui ont testé pendant 12 mois des services avant de sortir notre offre commerciale au grand public au mois de novembre. C'est cette itération avec nos différents services. On a pu tester le service client, on a pu tester bien sûr la base digitale, on a testé les applications mobiles en fin de course avant la commercialisation avec de vrais clients
non clients, pas forcément clients d'Orange, mais non salariés d'Orange à travers un centre de test client pour observer leur réaction sur l'ergonomie aussi et la puissance des services. Cette itération est absolument indispensable et la grande entreprise peut l'organiser assez rapidement en mobilisant des ressources qu'elle a déjà au cœur de son entreprise. La deuxième chose que je voulais aussi retenir, c'est la richesse humaine. Alors, on parle beaucoup de ressources humaines et quand on parle de grandes entreprises, on parle de contraintes. Il y a beaucoup de salariés, ils ne sont pas préparés tous à changer de métier, ils sont très chers, ils sont là depuis longtemps. Donc disrupter, amener de la nouveauté dans un nouveau marché ou les préparer à faire autre chose, sur le papier, la grande entreprise a plus d'handicap que la petite structure. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, pour le coup, ça a été une vraie force. On a, dès le début, avec Orange Bank, lancé et amené 700 salariés à travailler à plein temps sur la banque. Et en plus, notre puissance a été de former 900 conseillers bancaires qui étaient déjà des salariés d'Orange dans une activité commerciale autre, qui ont été certifiés pour être conseillers bancaires. Et ça, le jour où on se lance, le 2 novembre, on a ces 1600 personnes qui sont dans l'entreprise, qui sont sur toute la France, qui sont sur des activités du web, du digital, des services clients par téléphone, de la distribution physique. Et cette puissance au lancement, si une petite entreprise devait trouver 1600 ressources préparées, anticipées, présentes sur tout le territoire en proximité, et avec aussi, bien sûr, la connaissance et l'expertise qu'on doit avoir sur les services web et digitaux, c'est long, ça prend du temps, et chez nous, on a su mobiliser cette force interne. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que la ressource humaine n'est pas une contrainte quand une grande entreprise veut disrupter, mais c'est un vrai gain de temps, parce que d'autres entreprises, une petite entreprise aurait fait quoi? Elle aurait recruté, mais elle aurait recruté progressivement, parce que son cycle de rentabilité de ses services aurait pris quelques années. Une entreprise à l'anglo-saxonne se serait peut-être débarrassée de ses salariés de l'ancien monde ou de l'ancienne économie et aurait recruté des forces vives, mais nouvelles, à former, pour lesquelles il aurait fallu déployer, développer une culture d'entreprise. Nous, on a décidé de transformer cette ressource humaine en richesse humaine au service justement de cette disruption. C'est une force dans la culture et dans la mobilisation de l'entreprise qui est très importante. Elle n'est pas neuve, c'est vrai, je vous renvoie, je l'ai dit tout à l'heure, les telcos sont en disruption forte, technologique et économique depuis 20 ans. Donc les personnes qu'on a ont connu le Minitel, ont vu arriver l'Internet après le RTC, ont vu arriver la DSL, ont vu arriver les réseaux mobiles, les smartphones, la fibre aujourd'hui, les contenus. C'est une culture aussi de l'évolution qui est permanente, mais qu'on a mis au service de cette nouvelle disruption d'arrivée sur le marché bancaire. Et puis la troisième et dernière chose que je voulais vous dire à travers les leçons qu'on peut tirer, c'est le phygital, parce qu'on en parle beaucoup. Ce mot est à la mode, on peut parler d'omnicanalité. C'est aussi une force, alors que ça pouvait apparaître comme une contrainte, d'avoir une omnicanalité qui existe déjà dans l'entreprise. Nous avons la chance d'avoir des expériences dans le digital, des expériences dans les services clients, des expériences dans la distribution physique, et de mobiliser cet ensemble dès le premier jour où on est amené à investir un secteur bancaire. C'est une vraie force. Un réseau de distribution, ça coûte cher. Il est important, le nôtre, il coûte très cher. Mais quand une partie de ces troupes sont formées, deviennent des conseillers bancaires, et qu'on a 900 conseillers bancaires dès le premier jour qui sont présents sur ce réseau de distribution, c'est une vraie force. Et le coût, autant le dire, c'est un coût marginal. Parce que dans ces boutiques, on a des forces commerciales qui existent aujourd'hui, qui sont rémunérées, elles deviennent conseillers bancaires, elles sont amenées à investir, on optimise notre base de coûts, mais ça nous donne une puissance très importante et très forte. Je crois que, vous savez, il y a des entreprises aujourd'hui qui montent en puissance, qui ne sont plus forcément des startups, mais qui cherchent à mettre en œuvre l'omnicanalité. Bâtir un réseau de distribution physique de proximité en complément du web, faire le phygital quand on part de rien, c'est long et compliqué. Cette force, on l'avait dès le départ. Alors, ce que je voulais vous dire en conclusion, pour tenir le temps, ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est qu'une grande entreprise peut apparaître moins flexible, coûteuse, importante, peu préparée justement à mettre en œuvre ces disruptions. Ça, c'est l'apparence. L'entreprise, en fait, Orange, quand elle arrive à disrupter ce marché, démontre qu'une entreprise importante, avec de nombreux salariés, des réseaux importants, peut aussi disrupter à partir du moment
où elle se met, il y a une question de mind, de culture, où elle se met dans la posture d'innover, de changer les choses, et que toute l'entreprise est tournée sur ces innovations. Alors je ne vous ai peut-être pas convaincu, comme j'ai dit au début, c'est ou une provocation, une banalité ou une nouvelle chose que j'apporte au débat, mais je voulais vous démontrer qu'en tout cas, la disruption dans notre économie actuelle, disrupter un marché n'est pas l'apanage des petites entreprises, mais les grandes entreprises doivent aussi savoir disrupter pour s'adapter et créer des adjacences à leur core business traditionnel. Je vous remercie.